Compagnons de l'ordre raconté, épisode 15. Bon, narrateur, tu nous as planté en pleine intrigue, avec Lougar qui avait décidé d'utiliser ses talents de nécromant pour ramener à la vie toutes les choses mortes qu'il sentait sous ses pieds. Bonjour Bébert, tu m'as l'air en pleine forme, dis donc. Eh oui, dans la grotte d'atelier de Fulmar, les mâles du groupe un peu épuisés poursuivent leurs recherches. Tu parles et roupis, oui. Pour une fois, il n'y a que Lougar qui se démène. Faut dire que sous ces airs de flemmard se cache un battant qui adore les défis et sait se montrer extrêmement persévérant. Tout à fait, mon petit Bébert. Bon allez, on s'y met. Se collant à nouveau sa pipe à réfléchir entre les lèvres, Lougar commença les incantations rituelles et ressentit immédiatement les morts vivants répondre à son appel. C'en était presque trop facile, aucune résistance. Les morts revenaient à la vie et attendaient ses ordres. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le nécromant resta sans voix. Pas la moindre créature fantomatique ne se tenait devant lui. C'est de la démence, pensa-t-il au bord de la panique. Je les sens là tout autour. Je vois rien, il faut que je demande aux autres. Balançant un coup de pied dans le tas de vêtements endormis le plus proche de lui, il réveilla Backlord qui se releva en grognant. « Hey, Backlord, tu vois quelque chose ?»« Bien sûr que je vois quelque chose. »« Mais tu vois quoi? C'est quoi tous ces machins? Je vois un grand couillon avec une tête de gland qui me balance des coups de pompe dans le train pendant que j'essaie de roupiller. »« Mais non, regarde mieux, j'ai ressuscité plein de trucs mais je vois rien et pourtant je les sens, je te jure, c'est sérieux. »« Oh non, mais je te jure. » Le ton de la voix du nécromant incita le jeune nain à approfondir son observation. Bientôt, tout le groupe examinait, à la lueur éblouissante des lampes acétylènes, les moindres recoins de la vaste pièce. « J'ai une idée !» s'écria Lougar, les yeux étincelants d'excitation, faisant sursauter ses comparses. « Il me faut un genre de grand bol, non, un plat plutôt, un couvercle de marmite ou n'importe quoi qui ressemble. Tu vas faire de la tambouille pour les attirer? Mais non, pas du tout, je vais tout simplement obliger tous ceux que je tiens sous mes ordres à se regrouper, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour qu'on les voie. En fait, je pense qu'il y en a énormément mais qui sont tout petits. » Un couvercle de chaudron rutilant fut placé au sol, et bientôt un amas de bestioles microscopiques apparut en son centre, formant un petit monticule pointu et grouillant. « Ah, c'est bien ce que je disais, triompha Lougar. Ouais, t'avais raison, mais en attendant, on sait toujours pas ce que c'est, ni si ça a un quelconque rapport avec l'extinction des feux. Ouais, mais la majorité des bestioles que j'ai ramenées à la vie sont décédées depuis au moins une journée, et pas plus de 3 jours, qui correspond approximativement au moment où nous avons réessayé d'allumer les foyers. Finement observé, déclara Fulmar. Il faut absolument que nous en apprenions plus sur ces foutues bestioles. S'emparant du cornet de cuivre, le nain trapu, qui semblait avoir retrouvé espoir, aboya des ordres destinés aux gnomes. « Outil de précision en salle de chauffe, fais que ça saute !» À peine une minute plus tard, un petit personnage, avec une couette d'écolière de chaque côté de la tête et une troisième au milieu du front, caracola jusqu'à son maître, auquel il tendit un coffret de cuir au coin renforcé d'acier. Trop préoccupé par l'étrange découverte qui venait de se faire dans son domaine, Fulmar ne remarqua même pas le pagne coloré, ni la multitude de bracelets fleuris que portait le gnome, qui baragouinait quelque chose en faisant un écart pour éviter Lougar. C'est moi ou il sent la savonnette ?» se questionna à tout haut ce dernier. « Hé, Stirlord, toi qui connais leur langage, qu'est-ce qu'il raconte ?»« Bah, il dit que tu pues et que tu ferais bien de te laver. »« C'est vrai, ça, observa Roar. C'est toi qui en fais le moins et c'est toi qui es toujours le plus miteux. »« C'est parce qu'il est tout pâle qu'il fait ça, là. »« Oh, mais laissez-le, le défendit Stirlord. De toute façon, c'est bien connu, la bave du crapaud n'atteint pas le blanc colombin. »« Ah, ça va saigner, rugit le nécromant en sautant sur l'effronté pour lui faire ravaler ses paroles. Bon, pendant que les enfants font mumuse, est-ce que vous voudrez bien me prêter cette petite longue-vue que vous portez à la ceinture, capitaine? Pensez pouvoir fabriquer une sorte de loupe? Tout à fait, je vous la remettrai en état, mais pour l'instant nous allons le transformer en microscope. Tenez, Roar, attrapez le petit livret relié de cuir rouge dans l'étagère derrière vous. Il me semble y avoir lu un chapitre sur le sujet. Après 1 heure de cours d'optique appliquée, le dispositif obtenu permit au groupe d'observer d'étranges créatures grises, hideuses et grouillantes, munies de pattes, de trompes et de crochets. Fulmar, perplexe, se gratta la barbe. Qu'est-ce que ça peut bien être que ces saletés de bestioles? J'ai jamais eu un truc pareil. Ce sont des glupilles! Ouais, s'exclamèrent les aventuriers, aussi surpris qu'heureux de retrouver leur coéquipière. Pendant que Roar, ravi, la serrait dans ses bras, la faisant décoller d'un bon mètre du sol, les autres, tout excités, la harcelaient de questions. « Et t'es rentré comment? Y allez où, Éoliel? Vous avez fait quoi là-haut? Quand est-ce qu'on mange ?» Une fois que Roar eut délicatement reposé à terre la petite druide, dont il ébouriffa affectueusement les cheveux, elle leur raconta en détail l'épopée qu'elles avaient vécue à Tronquebuche. Après un raclement de gorge un peu gêné,
Fulmar, dont les joues s'étaient quelque peu empourprées, s'adressa à Wally avec une douceur inattendue et presque nostalgique. « Ainsi vous avez rencontré Erda » bredouilla-t-il mal à l'aise. « Oui, et Oliel est resté avec elle pour régler quelques problèmes. Nous passerons la reprendre en partant quand nous aurons terminé avec vos glupilles. »« Ah, bon, d'accord, » se renfrogna le maître nain à regret. Wally, après avoir fait le tour du couvercle de chaudron, s'accroupit et fit d'une pichenette basculer le petit monticule moribond qui reprit de lui-même sa forme. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que nous devons cette découverte à Éolienne. Cette petite rusée a concocté un élixir de joie, comme elle l'appelle. Cette potion, outre le fait qu'elle semble persuader les gens qu'ils sont parfaitement heureux, a une nette propension à les rendre complètement tartes, pourvu qu'on y mette la dose. Éolienne, plus par esprit de justice que par envie de vengeance, ce dont elle est incapable, on a copieusement assaisonné le repas de la tortionnaire qui dirige la Syrie d'une poigne d'acier. Bien que la bête soit coriace, le résultat ne s'est pas fait attendre. Elle s'est mise à chanter, danser et à aimer tout le monde, moi en particulier, ce qui est tout à fait normal vu que je suis adorable. Du coup, il m'a été facile d'obtenir tous les renseignements dont j'avais besoin. Il semblerait que son ire eût été provoqué par notre ami ici présent, conclut Wally avec un sourire malicieux à l'adresse de Fulmar. Après un moment d'hésitation, ce dernier, comprenant qu'il pouvait se fier à cette atypique bande d'aventuriers, déposa les armes et se lança dans l'explication que tous attendaient. Se redressant, il décrocha du mur un lourd marteau de forge, aux manches exagérément longs, et vint se placer devant son auditoire attentif. Fièrement campé sur ses courtes jambes écartées, les deux mains épaisses croisées sur le fer de l'outil dont le manche était posé au sol, il attaqua son récit. Et voilà, la suite au prochain épisode. Ah, narrateur, t'es pas sérieux? Tu vas pas nous couper maintenant? Moi, si ça coupe, je présente pas l'épisode suivant. Tiens, t'as vu, même la voix off est pas d'accord. Ouais, c'est normal, mais c'était une blague en même temps. C'est malin. Donc, je reprends. Fièrement campé sur ses courtes jambes écartées, les deux mains épaisses croisées sur le fer de l'outil dont le manche était posé sur le sol, il attaqua son récit. Comme vous l'avez compris, je suis à la fois brasseur et forgeron. Cette double activité, couplée à quelques talents de sorcellerie glanés sur les champs de bataille, m'a donné l'idée de développer un concept totalement inédit. Les armes à la bière, claironna-t-il après une courte pause, ajoutant un côté théâtral à sa déclaration. Les jumeaux, qui trouvaient tout à coup que l'histoire prenait un intérêt capital, ne purent retenir des cris d'admiration. « Yeah, la classe! Ah ouais, bravo !» applaudit Baclor, le regard émerveillé. Lougar, si excité qu'il en avait laissé sa pipe tomber sur ses genoux, intima au nabot de se taire avant de se la refourrer distraitement dans le bec du mauvais côté. « Chut, laissez-le raconter !»« Par un enchantement de haut niveau, reprit Fulmar avec un air rusé, les armes et les outils ainsi forgés font avaler à ceux qui les utilisent une rasade de bière tous les 125 coups. L'idée était de créer des équipements permettant à un combattant de guerroyer durant des heures sans jamais souffrir de la soif, et puis ça ajoute un petit côté festif à l'affaire, vous voyez. Je me suis rendu compte qu'en plus, le port de ces armes décuplait grandement l'efficacité de dégâts, qui tapaient beaucoup plus vite, de façon à arriver plus rapidement à la gorgée suivante. Hey, drôlement futé! Merci. La bière ainsi que tout autre alcool était absolument prohibé sur tout le domaine de Tronquebuche. La fille Ronflard s'était assurée par des procédés abjects la loyauté d'une bonne trentaine d'espions qui veillaient à ce que cette règle sacrée soit respectée à la lettre. Quand les employés de la Syrie ont eu vent de mes activités, ils ont commencé à venir en douce me commander toutes sortes d'outils. Le problème, c'est qu'avec une gorgée tous les 125 coups, même si l'ambiance était d'un coup devenue plutôt joviale, pas mal de gars se sont mis à pisser 10 fois par heure et à tituber du matin au soir. Sur le coup, j'étais bien content du tour que j'avais joué à la mégère qui avait porté un sale coup au commerce de la bière. Mais quand les espions ont fini par percer le mystère... Le vent a tourné en tempête, poursuivit Wally. Agda Ronflard, folle de rage, a décidé de mettre fin à cette scandaleuse distribution de bonne humeur. Il lui a fallu une énergie monstre et une petite fortune pour réussir à se procurer un élevage de glupilles, ainsi que le manuel d'utilisation de ces précieuses bestioles utilisées initialement pour venir à bout des incendies dans les mines de charbon. En effet, la glupille est un animal microscopique qui se nourrit exclusivement de suie. Cette petite bestiole est capable de résister à de fortes températures. Mais lorsque celles-ci deviennent trop élevées, les glupilles qui sont installées suffisamment haut dans les conduits de cheminée pour ne pas être carbonisées sur place se mettent à projeter des jets d'urine. Les gouttelettes microscopiques, à très forte densité, descendent dans la fumée, sans que l'on puisse les détecter à l'œil nu, se déposent sur le charbon brûlant et s'y figent en une espèce de carapace invisible qui étouffe la combustion. Voilà qui explique tout, ronda Fulmar en fronçant les sourcils. Ah la garce, ah la grosse truie violette, cette fois c'est décidé, je vais en faire du hachis, menaça-t-il furieux.
Ça sera pas nécessaire, temporisa Lougar. Je vais vous fabriquer 2 sacs de poudre volatile et extrêmement inflammable que nous déverserons du haut de chaque conduit. Vu qu'ils sont taillés à même la roche, ils risquent pas d'exploser comme de vulgaires cheminées. Quand on allumera en bas, une gigantesque flamme réduira instantanément la totalité des bestioles ensemble. On devrait boire un bon coup pour fêter ça, conclut le nécromant, les yeux brillants d'avidité. Ah non alors, les bons comptes font les bons amis. On anéantit la vermine, on remet les foyers en état, et seulement ensuite on festoie dignement. Ainsi en fut-il. Lorsque les bases des cheminées eurent été condamnées, et que Lougar y eut déversé sa préparation pyrotechnique, l'allumage fut effectué par le capitaine. Les 2 conduits se transformèrent en de gigantesques chalumeaux qui projetèrent dans la nuit de formidables colonnes de feu orangé, surmontées d'une multitude de flamèches rouges. Des applaudissements ponctués de cris de joie s'élevèrent de la scierie où tous les employés, prévenus par Wally, étaient sortis admirer le prodige. Du fond de l'antre de Fulmar, le capitaine actionna la 2e mise à feu, qui enflamma les gaz générés par le premier embrasement. 2 formidables explosions firent trembler le sol et projetèrent hors de la colline rocheuse des colonnes de feu vertes et bleues. Des milliers de corps phosphorescents des glupilles carbonisées redescendirent lentement, étoilant le ciel sous un tonnerre d'applaudissements. Ça, frima Lougar, adossé nonchalamment à un arbre, dans une pose volontairement désinvolte, c'est ce que j'appelle la post-combustion. Très impressionnant, le félicita le forgeron. Vous feriez une brillante carrière dans l'armée. Frissonna Lougar avec horreur. Les dieux m'en préservent. Allez, allons remonter les foyers et tester une bonne chauffe. Les gnomes nous ont préparé un festin bien viandu, et vous avez bien mérité de goûter à ma meilleure cuvée. Lougar et les jumeaux dévalèrent en courant le sentier qui menait à l'entrée sous le regard moqueur du troll qui s'esclaffa avec le forgeron. Les premiers rayons du soleil, soulignant d'or les contours des collines mamelonnées, furent salués 20 mètres sous terre par le sifflement strident de la machine à vapeur gonflée à bloc, évacuant le trop-plein de pression. Sur l'enclume, près du foyer de la forge, une barre de métal rougeoyante projetait des volées d'étincelles sous les coups de marteau d'un forgeron éperdu de bonheur. Le festin promis par Fulmar fut une réussite, bien que ce dernier n'y soit resté qu'un bref instant avant de partir retrouver son cher atelier où il travailla le reste de la journée. Le temps n'ayant qu'une emprise limitée sur l'univers souterrain du maître nain, les aventuriers dormirent jusqu'au lendemain matin. Lorsqu'ils émergèrent à l'air libre, grâce au mont de charge par lequel ils étaient arrivés quelques jours plus tôt, ils eurent la surprise de découvrir Fulmar, étincelant et tiré à 4 épingles, assis sur le siège d'un chariot chargé de 4 tonneaux ventrus plus hauts que lui. « Je vous accompagne à la scierie, déclara-t-il sans embâche. « Suivez-moi, j'ai des cadeaux pour vous. » Lorsque les 2 attelages, précédés par le capitaine chevauchant son cheval dingue, passèrent sous le porche de la scierie, dont les 2 lames d'acier avaient été décorées de guirlandes de fleurs, le personnel qui les attendait en arc de cercle laissa exploser sa joie. La fête qui s'ensuivit dura jusqu'au lendemain matin, marquant le début d'une nouvelle ère pour les établissements ronflards. Sous l'impulsion de l'elfe, qui avait secrètement transmis sa recette de l'élixir de joie à Erda, cette dernière prit officiellement la direction de ce petit monde, nommé responsable en chef de toute la Syrie par Agda en personne, entre 2 éclats de rire béats. L'ex-chef des cuisines proposa à Fulmar d'ouvrir avec elle, à l'emplacement de l'ancienne salle de réunion, une taverne dédiée au repos et au bien-être des travailleurs. L'établissement fut nommé « à la main de bois dans un gant d'acier », ouvert le soir uniquement, de 7h à minuit. Après des adieux plutôt émouvants, la charrette à Lucette reprit le chemin de l'aventure, entourée d'un capitaine plein d'espoir et de 6 aventuriers heureux, dont une elfe, adressant un signe de la main à ses nouvelles amies, après des étreintes assez larmoyantes. Sur le perron de la grande maison, Agda Ronflard, après s'être perdu un moment dans la contemplation du petit nuage de poussière décollé par les roues de la charrette, partit en trottinant derrière un papillon bleu, tout en lui racontant l'histoire du gars qui repeint son plafond. La fameuse histoire du gars qui repeint son plafond. On en entend tout le temps parler, mais au final, personne ne la raconte jamais. C'est comme ça, mon petit bébé, c'est la légende. Bon, en attendant, ça suffit pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Eh, dis donc, narrateur, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Ah, mon bébé, c'est les armes à la bière. Allez, viens, on va essayer.